Aujourd'hui, si nous voulons lutter contre la corruption, il faudrait également saluer des initiatives qui sont louables. C'est comme ça qu'à son avènement au ministère de la Justice, il a fait à ce que l'argent généralement que le contribuable, la pauvre population donnait aux magistrats, aille directement dans les caisses de l'État. Et cela contribue aux recettes également de l'État. Alors, il faut dire que l'État de droit, mon point de vue, que c'est cet État dans lequel tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. C'est comme ça qu'il est des principes constitutionnels que la justice en réalité est gratuite. C'est juste que les frais de justice ou le fonctionnement de la justice est à un moment donné lié aux frais de justice qui sont fixés par un barème. Sur la question des états généraux de la justice, on sait tous, ça se dit, la justice est malade. Alors il fallait diagnostiquer réellement de quelle maladie souffre réellement la justice congolaise. Si est-ce un problème de corruption, là, on doit s'y attarder. C'est comme ça que vous verrez, alors moi je qualifie le procès Moutamba d'un procès d'acharnement politique, parce que vous comprendrez que le procureur ou le PG, près la Cour de cassation, avant de mener son instruction contre le ministre de la Justice, était déjà interpellé pour l'acquisition d'un immeuble en Belgique. Ce qui fait que moi j'estime que les présidents de la République étant le garant des institutions de la République, étant les symboles de l'unité nationale, les garants de bon fonctionnement du pouvoir public, mais également de l'intégrité du territoire, peut, dans ce genre de cas, essayer de savoir réellement qu'est-ce qui rongeait. Aujourd'hui, par exemple, avec l'insécurité à l'Est, il y a des défis énormes liés à la sécurité. Et perdre assez de temps et d'investissement pour un procès, pour un jeune qui, par ses initiatives, essayait de faire bouger les lignes, moi j'estime que il n'y avait pas opportunité à cet instant-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi je vais encore... Il y avait l'effet des détournements qui était relevé. Vous savez, avec notre justice, il y a vraiment un long chemin à faire. Par exemple, lorsque vous lisez l'arrêt, l'arrêt rendu par la Cour de cassation, vous verrez qu'on dit qu'on condamne M. Moutamba à une peine de travaux forcés sans libération conditionnelle. Alors, on se pose la question. Le code pénal congolais, travaux forcés, mais laisse son application par ordonnance ou les modalités de son application par ordonnance du chef de l'État. Maintenant, le fait de condamner quelqu'un à une peine de travaux forcés à ce jour, sans applications pratiques de cette peine-là. Vous savez déjà que au niveau de la justice, il y a tellement de mots à devoir résoudre. Et donc, moi, j'estime que, et même sur la question de détournement, c'était un problème des passations des marchés publics. Ça pourrait se limiter administrativement. Si la procédure était irrégulière, on pouvait régulariser la procédure simplement. Okay. Et donc, on ne pouvait pas aller au pénal. Et même au pénal, à ce jour, il y a un grand débat qui se pose, et un grand débat qui se discute en droit sur l'application de la peine des travaux forcés. Moutamba ira-t-il en prison? Moutamba restera-t-il chez lui? Parce que les raisonnements du droit pénal est assis essentiellement sur la stricte interprétation de la légalité des délais des peines. Nous, nous la pointe à signe légué. Donc, pas de peine sans loi, pas d'exécution de peine sans loi. Aujourd'hui, où serait Moutamba? Et donc, on estime que la justice, il y a du long chemin à faire, et Moutamba a essayé de faire du mieux qu'il pouvait en matière de passation de marché public. La procédure était régulière, il a écrit, on n'a pas répondu, les silences vaut acceptation. En matière de destination de fonds de Frivao, puisqu'il y a un arrêt sur la répartition de l'indemnisation, il y a une part qui est réservée aux infrastructures, là, il n'y a pas de problème, et donc Moutamba était dans le règle. Ok. Alors, sur la question de Vital Kamerhe et sur le motion initiée, il faut dire que démocratiquement, la pétition est une voie juridique directe lorsqu'on s'adresse ou lorsqu'on veut contester par rapport à une question donnée. Mais les motivations de cette pétition, vu le contexte, sont infondées. Ici, on doit plutôt nous dire, est-ce qu'il y a opportunité actuellement d'initier une telle pétition? Déjà qu'au départ, il faut dire que Vital Kamerhe était à contre-courant du régime en place quant à la question de la gestion de la crise à l'est du pays. Il était le premier
à vouloir ce qui est dialogue avant que même AFCM 23 et ses congénères du Rwanda n'arrivent à Bunagana. Il l'avait déjà... n'arrive à Goma. N'arrive à Goma plutôt, qu'il était à Bunagana. Donc, il était dans le temps ceux qui ont priorisé les moyens pacifiques de règlement de litige. On ne l'a pas écouté, on l'a traité de tout le nom. Il était rwandais, ougandais, ceci, cela. Mais c'est le même président qui dit qu'il ne va jamais négocier avec les pantins du M23. On l'a vu à Doha, mais également avec l'accord commercial à Washington. On l'a vu. Mais c'est un accord commercial de vente de minerais. C'est-à-dire que la position que Vital Kamerhe, un homme sage, c'était dit que au lieu de vouloir qu'il y ait des pertes énormes de vues humaines de Congolais, négocions. L'on n'a pas voulu. Vous avez la parole. Bien sûr, il est des bonnes lois à chaque parlementaire lorsqu'il voit que peut-être la gestion d'un membre du gouvernement ou bien du bureau de l'Assemblée nationale n'est pas orthodoxe, d'initier une initiative pour faire tomber les bureaux. Une motion de défiance, si je ne m'abuse, contre le bureau Kamerhe avant d'arriver au Sénat. Est-ce que cette initiative parlementaire est-elle louable par rapport aux griefs reprochés à Vital Kamerhe et son bureau, ou bien il s'agit bel et bien d'une motion nourricière, parce que déjà on connaît comment les contextes congolais évoluent. Il faut initier par une motion par exemple, et par après on se voit dans un coin et puis on résout les problèmes et ça reste comme ça. Alors j'aimerais d'abord revenir sur quelques malentendus, également dissiper quelques doutes. Alors déjà ici je reviens d'abord sur ses propos sur l'affaire Mutamba. Oui. Il dit les fonds destinés à Frifao étaient de l'indemnisation des victimes, et donc lorsqu'il y a une mauvaise direction de ces fonds, directement, il y a une tension de tournement que la tentation est punie en droit pénal. Il faut dire que en matière d'indemnisation de victimes de guerre, il y a un arrêt de la CIJ, la Cour internationale de justice, sur la répartition de fonds liés à l'indemnisation. Il y a une part aux victimes, mais également une part qui est réservée aux infrastructures. Cette part-là qui est sous l'autorité du gouvernement. Et donc, il faut dire que le fait pour le ministre Mutamba d'initier cette action et de se servir de ces fonds pour la construction de prisons n'est pas là expressement la mauvaise direction de l'intention de détournement. Mais également en matière de passation de marché public. En droit administratif, il y a des volets. Lorsqu'on s'adresse à l'administration, en matière de demande, le silence de l'administration vaut acceptation dans le délai. Oui, on l'a évoqué même devant la Cour. Et évidemment, lorsque Mutamba écrit et qu'au niveau de l'administration, on ne répond pas, le silence de l'administration vaut acceptation. Par contre, c'est en matière de contestation que lorsqu'on s'adresse avec des recours à l'administration, là, si l'administration ne répond pas, c'est là que le silence de l'administration vaut automatiquement rejet. Et donc, en matière de passation de marché public, la procédure était régulière, il a écrit, on n'a pas répondu, les silences vaut acceptation. En matière de destination de fonds de Frifao, puisqu'il y a un arrêt sur la répartition de l'indemnisation, il y a une part qui est réservée aux infrastructures, là, il n'y a pas de problème, et donc Mutamba était dans le règle. Ok. Alors, sur la aller en contre-courant, on sait qu'aujourd'hui, avec la question à l'Est, ce qui a poussé d'ailleurs non seulement le régime en place, non seulement la question des députés sur les émoluments et autres, que l'on sait que c'est infondé et faux. Aujourd'hui, si les députés doivent réclamer les émoluments, la couverture santé pour leur famille, que dire du peuple congolais à ces jours qui vit en descendant de $1? Aujourd'hui, à 95% des vides congolais, personne n'est assuré. Qui a une assurance santé ici, même parmi nous aussi au plateau? Les chefs de l'État, lors de son investiture, le 20 janvier, avaient dit que parmi les axes de ces piliers, il y a notamment la question de la sécurité, la création d'emplois, mais également les questions sociales. Mais à ces jours, si les peuples que l'on va représenter n'arrivent ni à avoir
un logement décent, ni un accès à l'eau potable, ni l'électricité normale. On se dit qu'il y a des droits fondamentaux en réalité qui sont violés à tout moment. Et donc, les questions de pétition ou les motivations de cette pétition ne sont pas fondées. Et donc, moi, j'estime que, vu le contexte, investissons notre énergie, les fonds aillent vers le FRDC. Maintenant, c'est le temps de restructurer l'armée pour, si par le dialogue on n'a pas pu, parce qu'il faut dire que même le chef d'État récemment, il a dit ici qu'il ne va pas, avec le Tabombek en Afrique du Sud, ce sont des distractions, il ne veut pas de médiateur. Oui. À ces jours, on estime qu'on doit allouer les fonds pour préparer notre armée. On a préconisé les dialogues, les moments où il fallait aller en dialogue, on a refusé, okay. Avec tout le mot, discréditer le dialogue, et donc à ces jours, le dialogue n'a pas de fait, et il y a nos congénères, nos confrères, nos compatriotes qui sont nuit et jour abattus, et ça doit cesser. Et donc c'est ça que nous disons. Bel et bien d'une phase critique où la République, dans sa partie est, est vraiment menacée par l'ennemi. Alors, qu'est-ce qui doit être mis en place par les parlementaires cette fois-ci, en termes de sérieux, pour aider le gouvernement et le président de la République à retrouver justement l'intégrité territoriale menacée? Alors, vous savez, le mission d'ailleurs fondamentale du Parlement, c'est avant tout d'abord contrôler l'action du gouvernement. Et le président de la République, je l'ai dit tantôt, même les programmes d'action du gouvernement souminois, le président, essentiellement, lors de son investiture, a pointé son projet de société sur 6 axes fondamentaux, notamment matière de sécurité, donc rétablir la sécurité à l'est du pays, et sur toute l'étendue du territoire. Et d'ailleurs, il faut le rappeler que constitutionnellement, le président de la République est également garant de l'intégrité du territoire. Et que l'intégrité territoriale est en réalité, comme je le disais, l'intégrité territoriale est en réalité un des signes de la souveraineté. Et puisque la Constitution, qui est le pacte fondateur de l'État, l'expression de la volonté du peuple, reconnaît au président de la République le fait qu'il soit garant de l'intégrité, mais également le symbole de l'unité nationale. Il revient donc à celui-ci de renforcer son pilier essentiellement axé sur la sécurité. Mais sécurité, comment arriver alors à rétablir l'intégrité du territoire? C'est là que nous avons dit qu'à ces jours, vu que la session de septembre ici, c'est une session essentiellement budgétaire, on va voter la loi ou adopter également la loi des finances, il faut que le fonds soit alloué à notre armée. Parce que à ces jours, on reconnaît la puissance et la force de l'État par son armée. Aujourd'hui, si l'armée congolaise, on dote l'armée des moyens essentiels, on va repousser l'ennemi, on va garantir l'intégrité de notre territoire. Et donc, les parlementaires doivent aller également dans le volet militaire, voir qu'est-ce qui fait défaut. Aujourd'hui, l'armement. L'armement fait défaut. Et donc, investir assez de fonds pour que les militaires aient, à ces jours, des armes, certes conventionnelles, mais de qualité. Aujourd'hui, il faudrait, à tout le niveau, puisque le mal qui ronge notre armée est profond. Aujourd'hui, il faut récomposer cette armée-là, recruter. Le problème avec les recrutements, c'est que le président également dans son programme dit qu'il vise également la création d'emplois. Aujourd'hui, l'armée, plusieurs jeunes peuvent aller. Mais qu'est-ce qui pose problème? Déjà, les militaires ne sont pas assez bien payés. Aujourd'hui, ceux-là qui nous poussent à aller vers l'armée, des gens Pierre Bemba et les autres, aujourd'hui, leurs fils roulent ailleurs, font de bêtises aux yeux, et ça en France et ailleurs. Et donc, le secteur sécuritaire, aujourd'hui, étant un pilier qui est important pour restaurer la paix. Mais c'est également, on ne cessera jamais de le dire, que l'on doit également s'appuyer sur la création d'emplois. Le président avait dans son pilier, création d'emplois plus viser les secteurs miniers. Aujourd'hui, au lieu de vouloir vendre nos minéraux, ça et là, aujourd'hui, l'on peut créer des industries ici en RDC pour transformer nos matières ici au pays, et puis les exporter. Et donc là, ce sont des piliers essentiels que les parlementaires doivent
s'asseoir pour discuter sur la création d'emplois, mais également sur les conditions de vie du peuple congolais. Très bien.